ce qu'a été le nationalisme institutionnel. On a vu 5 points. Et le 5e point était en fait les institutions sociales. Bon, je pense qu'on s'est tous rendu compte que c'est les institutions sociales qui doivent constituer le socle de tout. Et c'est sur ça qu'on doit se baser. Et c'est sur ça qu'on doit... c'est par là qu'on doit commencer pour pouvoir comprendre nos racines et comprendre comment est-ce qu'on pourra élever la pyramide jusqu'au niveau des institutions bancaires. Pour en arriver par là, donc aujourd'hui, ça sera les institutions sociales. Les institutions sociales, toujours comme on disait la dernière fois, nous sommes dans le grand chapitre du nationalisme institutionnel, parce qu'il faut refonder maintenant les institutions africaines, refonder toutes ces institutions pour comprendre qu'il y a un blocage et un dysfonctionnement total lorsqu'on regarde même l'Union africaine qui semble aujourd'hui ne pas fonctionner. C'est justement parce que l'Afrique a un problème véritable en matière d'institutions. Déjà, ceux qui nous ont prêté ce genre de choses ont des difficultés énormes par rapport au fonctionnement de leurs institutions. L'autre, vous voyez comment est-ce qu'une démocratie qui est censée être représentative ne pouvait pas comprendre que le peuple s'était prononcé dans le référendum par rapport à la Constitution européenne, mais le Parlement a réussi à les faire passer. Donc ça devient un peu très compliqué lorsqu'on entre dans des charabia et dans des acrobaties pareilles. Et à combien la plus forte raison, nous qui avions emprunté certaines choses sans pour autant pouvoir travailler et rendre ces choses-là adaptables à notre environnement. Dans les institutions sociales, le premier... A, c'est grand chapitre, le premier A, ça sera le congrès de l'Union. J'aimerais m'attarder ici, pourquoi je parle de congrès. Parlant du nationalisme africain, je disais que le nationalisme africain, souvent quand vous voyez, certains, quand on parle le nationalisme féminin, les gens avaient dit qu'il fallait parler de nationalisme féminin, parce que le nationalisme, on voit que c'est du masculin. Mais pourquoi on parle de féminine? Parce que nous, quand on parle du nationalisme africain, dans le jargon où on est allé puiser, c'est un jargon africain. Le caractère de cette philosophie, de cette doctrine, quand on parle du nationalisme, ça rentre dans la branche du matriarcat, c'est-à-dire c'est la femme. Ça rentre vraiment dans le monde tel que le monde devrait être. C'est pourquoi on a parlé du nationalisme féminin en disant que dans nos esprits, on parle du nationalisme comme étant au féminin, du genre féminin, et donc il fallait parler du nationalisme féminin. Donc ici, je voudrais insister sur le congrès. Permettez, je vais aller puiser dans une langue africaine. Dans cette langue africaine, quand on dit congrès, ça pourrait être l'équivalent de Kinzondi. C'est une institution très complexe, une institution très riche, une institution qui par ses ramifications peut être le socle même de l'exercice véritable de ce que les gens appellent la démocratie, c'est-à-dire que l'expression de la voix du peuple. Parce que la voix du peuple ne peut pas être ce qu'on appelle aujourd'hui, ou qu'on voit aujourd'hui, une sorte de caricature. D'où les théories et les idéologies, les expériences de certaines personnes philosophes éclairées ou de certaines personnes érudites et intelligentes commencent à influencer en fait la marche et la voix du peuple. La réalité de la voix du peuple ne peut même pas, car lorsqu'on parle de la voie démocratique, on ne peut pas parler du communisme, ni du socialisme, ni du capitalisme. Ce sont des choses sur quoi on ne peut pas... Quand on parle du nationalisme africain, c'est l'essence pure et véritable de ce qu'est notre être, de ce que nous sommes, de ce que nous devons être. Notre pensée, notre approche, et cela évolue. C'est pourquoi le nationalisme africain n'a pas d'incompatibilité avec toutes les doctrines qui viennent sur la terre, même pas d'incompatibilité avec la technologie, pas d'incompatibilité avec le modernisme, pas d'incompatibilité avec quoi que ce soit. Parce que c'est ce que doit être la personne. Et la personne doit être ce qu'elle est par rapport à son environnement et évoluer par rapport aux circonstances données. Donc le Kinzondi, c'est une institution immensement riche, je disais. Ici, je parlerai de congrès de l'Union. Si je dois continuer ce Kinzondi-là, je parlerai de Kinzondi Kialongo. C'est-à-dire qu'une institution qui est censée unir deux corps différents, unir deux personnalités différentes. Et ce qui est difficile dans les Kinzondi, parce que les Kinzondi arrivent à unir le cœur. Nous avions aujourd'hui un sérieux problème dans la lutte que nous menons pour la libération de notre chère et mère patrie, l'Afrique, parce que le cœur pose un problème. Il y a beaucoup de gens qui, au niveau du lèvre, il a là, le sourire y est. Quand tu le vois, la personne est très gentille. Quand tu entends la personne parler, la personne parle comme si vraiment elle porte à cœur
le projet de la libération de l'Afrique. Mais au plus profond de nos cœurs, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est là que ça bloque. Parce que le cœur de gens, on ne sait pas qu'est-ce que la personne pense réellement. Qu'est-ce qui est enfoui dans le profondeur de la personne. Or, dans les Kinzonzi, on entre dans les dispositifs du cœur. On entre dans les dispositifs de l'union. D'où, quand on fait l'union, l'exemple par excellence, c'est pourquoi j'ai parlé des Kinzonzi Kalongo. L'union ici, on commencera avec la personne humaine, homme et femme. Comment est-ce qu'on va commencer à unir l'homme et la femme? Ça sera le premier congrès. Parce que pour parler de ça, c'est-à-dire j'ai pris les termes congrès parce que vous voyez aujourd'hui, si vous parlez de congrès, vous voyez à la fois le Parlement, à la fois les Sénats. Ce sont des corps différents où il y a des modernistes et des traditionalistes. Parce que les Sénats sont souvent censés garder les traditions, les visions véritables, hein, les fondements de la nation. Et les parlementaires doivent évoluer avec les temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avions subi la colonisation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens s'y adaptent? Aujourd'hui, il y a la mondialisation. Comment il faut rédiger nos textes pour que nous puissions rentrer dans la mondialisation sans pour autant perdre l'essence véritable? C'est pourquoi il y a parfois, lorsque la loi passe chez les parlementaires, les Sénats parfois bloquent. Et la plupart des gens qui sont au Sénat, ce sont des gens très expérimentés. Vous prendrez l'exemple, par exemple, des chefs d'État. Dans certains pays, un ancien chef d'État est par conséquent, par définition, un sénateur à vie. Un sénateur à vie. C'est-à-dire c'est une façon où l'on rend place à l'expérience. Et du fait que les chefs de l'État avaient présidé la destinée d'un pays, le chef de l'État a donné la marche à suivre. Parce que présider un pays, ce n'est pas au moment où vous êtes en train d'exercer vos fonctions. Vous avez présidé la destinée de tout un peuple, peut-être que les conséquences ou les résultats, c'est 50 ans, 60 ans après. Donc il advient au sénateur le rôle de pouvoir veiller à ce que le chef d'État a mis en place. C'est pourquoi on participe. Donc le terme par excellence qu'on a choisi ici, c'est le congrès de l'Union. Aujourd'hui, notre génération, nous appelons à la refondation ou à la mise en place d'un nouveau socle ou un nouveau pacte entre l'homme et la femme africaine, entre l'homme et la femme noire. Nous devons redéfinir qui est l'homme, qui est la femme. Si nous n'arrivons pas à ce travail conséquent, nous, dans le nationalisme africain, nous disons clairement, la vision qui consiste à dire que l'homme est le représentant de Dieu sur terre et que la femme a été créée pour faire la gloire de l'homme, nous nous inscrivons en faux dans cette philosophie de voir les choses. Parce que c'est une destruction fondamentale d'une partie aussi riche de l'humanité. Lorsque vous empêchez à la femme d'avoir l'expression par excellence de ce qu'est sa nature et la plénitude de son être, de ce qui la compose, c'est-à-dire vous la réduisez ou vous la subordonnez à l'homme, vous êtes en train d'étouffer ou d'éteindre une forme de voir les choses ou une naissance, c'est-à-dire un ensemble des institutions pour pouvoir faire dominer des institutions de l'homme. Or, regardez aujourd'hui, lorsque vous regardez dans la société, un exemple est clair. Lorsqu'on voit un jeune homme qui atteint 15, 16, 17 ans, on a tendance directement à lui accorder le titre de monsieur, lorsque vous ne le connaissez pas. Vous direz monsieur, s'il vous plaît. Mais lorsqu'on voit une femme, on dira mademoiselle. Direct. C'est d'emblée comme ça. Il faudrait que vous ayez la confirmation ou que vous soyez convaincu que c'est une femme mariée. En ce moment-là, vous dites madame. Vous voyez, il y a une différence. Dans la rue, surtout je reste dans la rue. Dans le phénomène de la rue, il y a une différence d'où l'on accorde à l'homme facilement le statut de l'être respecté, de l'être digne, alors qu'à la femme, il est tellement difficile de l'accorder son statut de l'être respecté, si la femme n'est pas adjointe à l'homme. Regardez dans le mœurs de toutes nos sociétés, pour que la femme puisse jouir d'une certaine considération, il faudrait que la femme soit automatiquement mariée avec un homme. Une femme qui n'est pas dans ces mécanismes-là ne jouit pas directement d'une considération. C'est très difficile. C'est un problème profond. Les gens ne sont pas en train de comprendre comment est-ce que le monde est en train de chavirer. Comment est-ce que nous sommes en train de basculer. Comment est-ce que la domination s'est installée. Comment est-ce que la supériorité raciale s'est installée. C'est simplement parce que le phénomène de la création a été que nous avions conçu un pacte social où l'homme est par définition l'être supérieur. Or, lorsque vous placez l'homme en tant que l'être supérieur, il est évident que tout ce que l'homme est en train de mettre en place découle la supériorité de l'homme. Et par ça, il faut définir encore, c'est l'homme de quel contrat qui est choisi ou qui est défini comme étant l'homme supérieur. Parce que lorsqu'on prend l'homme asiatique, on prend l'homme indien, on prend l'homme arabe, on prend l'homme noir, on prend l'homme blanc, il y a parmi eux un homme qui est supérieur.
Et tout ce qui émane de cet homme-là, les institutions mises en place, réfléchies, élaborées, codifiées par l'homme blanc, sont des institutions qui prennent le dessus sur les institutions élaborées par l'homme arabe, par l'homme chinois ou par l'homme africain, par l'homme noir. Parce que, simplement, la base de la création a commencé par une prétendue supériorité reçue de l'autre côté. Donc, je disais que dans le congrès de l'Union, nous appelons à la création ou à l'élaboration d'un nouveau pacte. Ces pactes-là, le socle fondamental de ces pactes-là, c'est que nous sommes en face de deux personnalités. On parle de la personne humaine. Lorsqu'on parle de la personne humaine, on parle de l'entièreté de celui qui est défini comme l'homme et de celle qui est définie comme la femme. Ce sont toutes deux de personnes humaines. En tant que personnes humaines, ces deux personnes, à quoi va constituer ce nouveau socle dans le congrès? On parle de congrès parce qu'il y aura une discussion. Ici, il n'y a pas de philosophie, émanation d'un Dieu supérieur qui est en train de vous dicter la marche à suivre comme Moïse a dicté aux enfants d'Israël. Ici, nous sommes dans un concept de réflexion d'expérience, de volonté. Des volontés, d'un souhait ou, j'ose dire, des aspirations profondes. Qu'est-ce que la personne humaine dite femme veut? Qu'est-ce que la personne humaine dite homme veut? Qu'est-ce que nous pourrons faire ensemble par rapport à tout ce que nous avions vécu à notre expérience? Les femmes noires, les femmes africaines doivent être capables, sans mâcher leurs mots, de dire véritablement leur vision expérimentale des choses. Je voudrais faire une nuance ici. La nuance que je voudrais faire, que les gens ne s'offusquent pas. Je sais que le féminisme est une idéologie instable, est une idéologie des gens qui ont perdu la tête, qui ne réfléchissent pas. Parce que c'est quoi le féminisme? C'est la conséquence ou la contre-réponse du patriarcat. Les hommes machos qui ont détruit le monde, les hommes machos, les hommes qui ont mal dirigé le monde, les hommes qui ont asservi, dominé la femme. Et la femme a trouvé la réponse. La réponse était le féminisme. Lorsqu'on regarde le féminisme dans son contexte de naissance et d'évolution, ici en Europe, c'est parce que la femme européenne et la femme blanche n'avaient rien. La femme blanche, je dis bien, n'avait rien. La société a été élaborée du sorte que je remonte le cordon ombilical de la philosophie de la création, qui dit que Adam était l'illustration parfaite, ou si vous voulez, la volonté de Dieu. Et que Ève est allée vers qui? Le malin, le diable, l'ange déchu, qui a trompé Ève, et Ève a trompé Adam, Adam a trompé Dieu. Donc, il s'est fait que lorsque Dieu tranche la situation, elle dit à la femme, pardon, bon disons, il ou elle dit, je ne sais pas si Dieu est féminin ou masculin, dit que tu seras subordonné à celui-là. Ça, c'est toute notre société aujourd'hui. Dans toutes les institutions du monde, dans la conception qu'on a du monde, je vais vous donner l'exemple de monsieur et madame, c'est-à-dire que la femme est subordonnée. Quoi que fasse la femme, elle reste et demeure subordonnée. Arrivé à un certain niveau, l'homme, si il n'arrive pas à faire convaincre la femme de ce qu'est sa vision, l'homme s'impose. C'est ça la nature même du mot institution. Institution. Tous les règles et les mécanismes d'une société qui s'organisent, qui se transmettent et qui s'imposent. Homme, les institutions actuelles du monde sont des institutions vocation de l'homme. Patriarcat si vous voulez, masculine si vous voulez, macho si vous voulez, mais c'est la conception de l'homme. Et il s'est fait que la société telle qu'elle est construite aujourd'hui, c'est une société qui prône déjà la domination. Et la domination est un cancer, une maladie que nous sommes en train de combattre au sein du MUD. C'est parce que la domination, dans la domination, qu'est-ce qui découle de la domination? L'exploitation. Qu'est-ce qui découle de l'exploitation? La soumission. Vous voyez, tout est lié. Donc, partant de ça, notre congrès de l'Union doit commencer à élaborer ces nouveaux pactes. Ces nouveaux pactes qui vont appeler la redéfinition, ou si j'ose dire ainsi, la restructuration de l'homme, de la femme, au sein du socle de la personne humaine. La personnalité humaine doit être prise en compte. Donc je disais que nous allons prendre les qualités de celle qui est aujourd'hui la femme, les qualités de celui qui est aujourd'hui l'homme, et écrire sur ça. Quelles sont les qualités avec la perception dénudée de tout sentiment, mes chers sœurs et frères, dénudée de toute idée de domination, parce qu'il faut que le cœur soit pur. Je parle des termes de l'union parce que l'union, je vous disais que ça va rentrer dans le métaphysique ou dans le mécanisme du cœur. Le cœur doit être léger. Si nous ne purifions pas, nous n'avons pas de cœurs qui sont légers, on aura un problème sérieux. Dénudez-vous de tout. Quand on va faire ce travail, dénudez-vous de tout.
C'est une génération qui est appelée à donner à l'Afrique, aux Noirs et à l'humanité quelque chose de beau. Quelque chose qui fera, qui va rayonner des millions, des milliers, des milliers, des milliers, jusqu'à l'infini. Quelque chose qu'aucune idéologie encore ne pourra détruire. Mais il faudrait qu'on soit dépouillé de tout. On prendra les insuffisances de celui qui est appelé l'homme. Les insuffisances de celle qui est appelée la femme. On va rédiger et élaborer, écrire dessus. Parce que ça, ce n'est pas une doctrine réfléchie. C'est quelque chose qui se trouve enfoui en nous. Et c'est ça les aspirations profondes. C'est ça qu'on doit ramener sur la table pour créer et mettre en place ces nouveaux socles. Parce que le socle de toutes les institutions sociales, ça sera ça le congrès de l'Union qui commence par refonder la personne humaine. Donc l'homme, la femme, qui indubitablement va réformer l'enfant. Le fruit qui naîtra de deux. Parce que lorsqu'un enfant naît, regardez aujourd'hui, lorsqu'une fille naît dans une famille, dans un couple, la fille est déjà subordonnée. Elle est déjà orientée. Toi, la femme, tu dois faire le ménage. Toi, la femme, tu dois apprendre à faire ceci. Toi, la femme, tu dois te préparer au mariage. Les garçons, toi, tu es l'homme. Tu es le chef de la famille. C'est toi qui dois aller faire ceci. C'est toi qui sors le matin. C'est toi qui fais ceci. La société, elle est déjà construite sur ces bases-là. Il est tellement difficile aujourd'hui. La plupart des luttes que les gens sont en train de mener ne peuvent aboutir que si on touche le fondamental du problème. Et le fondamental, c'est comment ça? C'est pourquoi je disais que le féminisme a élaboré une idéologie encore destructrice, aux côtés de ce qui a déjà détruit. Donc il faudra se dépouiller de cette arrogance et de cette dimension de l'homme comme de la femme pour construire au-delà du genre quelque chose qui va nous permettre réellement de pouvoir consolider et de pouvoir, si j'ose dire même pas la consolidation, mais de donner naissance à cette institution qu'on appelle le congrès de l'Union, censé donner les éléments qu'il faudra pour cet homme ou pour cette femme, donc de la personne humaine, redéfinir ces bases-là, en commençant par eux, parce que c'est eux qui seront en fait, si j'ose dire, le premier fruit de notre création. Parce que je ne sais pas par où on va commencer, mais si on commence par ça, c'est une réalité, expérience qu'on a vécue, nous tous ensemble. Et que si l'on est de parents qui vous éduquent de telle manière, vous allez prendre ces habitudes-là. Si l'on est dans un environnement où la famille vous a éduqué dans tel domaine, vous irez aujourd'hui, vous regardez la plupart des familles qui disent nous sommes une famille musulmane, nous sommes une famille chrétienne, nous sommes une famille juive. C'est l'influence de l'environnement. Parce que les parents étaient des musulmans. Quand vous êtes né, on vous dit que nous, c'est comme ça. Derrière, on commence par le nom qu'on va te donner. Autrefois, dans le temps, c'était quelque chose d'aussi phénoménal de parler de ce qu'on était. Mais aujourd'hui, c'est très respectable et très bien vu de parler de son appartenance religieuse. C'est-à-dire qu'ici, j'aimerais attirer l'attention que nous ne sommes pas en train d'élaborer des socles ou des pactes qui sont religieux. Ça n'a rien à voir avec une doctrine religieuse. Je n'aimerais surtout pas que nos détracteurs nous amènent sur ces terrains. Ça n'a rien à voir avec des religieux, mais c'est une question des sociétés. Ce sont des institutions sociales, ce sont des codes, des règles, des mœurs, parce que c'est une expérience vécue par tout un chacun ici. C'est une expérience que nous tous, nous sommes aujourd'hui motivés à pouvoir détruire. Mais la personne humaine, dans son intégralité, ne prenez pas l'homme, ne prenez pas la femme. Parce que le socle fondamental de ce qui régit le monde aujourd'hui, je vous cite la déclaration des indépendants si vous voulez, mais l'inspiration, disons, la charte des droits de l'homme, dit tous les hommes naissent égaux devant la loi. Mais je pense qu'on va changer par ça. Parce que tous les hommes, toutes les personnes humaines naissent différentes. C'est le refus, l'hypocrisie de cette loi-là qui fait que les gens font des choses, ils disent que alors que nous sommes égaux devant la loi. Il y a une sorte d'hypocrisie. Il faut reconnaître la différence. Il faut reconnaître, si j'ose dire, la diversité dès la naissance pour écrire des chartes qui pourront faire en sorte que le socle ne sera pas de tromper les gens en disant que tous les hommes de la terre ou tous les hommes naissent égaux. Mais le socle sera de reconnaître la différence et de pouvoir mettre le socle du respect, de la considération de ce qu'est tout un chacun d'entre nous. Parce que si je sais que vous êtes différente, si je sais qu'elle est différente ou il est différent, c'est le socle du respect. Qu'est-ce qui dit que ce qui est de l'homme est plus supérieur et plus bon que ce qui est de la femme? Qu'est-ce qui dit que le monde tel qu'il sera construit ou conduit par la vision de l'homme est supérieur et mieux par rapport à celle qui sera conçue par rapport à la vision de la femme? C'est sur ces terrains-là qu'on parlera de congrès de l'Union, d'où l'on doit s'asseoir tous ensemble, rédiger sur ces socles-là. On prendra les performances de celle qui est appelée la femme
et les performances de celui qui est appelé l'homme. C'est sur ça qu'on va rédiger. C'est sur ça qu'on va élaborer. C'est sur ça. Le point B, le congrès de mortalité. Le congrès de mortalité, c'est relatif à la situation, quand il y a une situation de mort. Quand il y a un conflit. Aujourd'hui, je commence par le premier point ici, qui me semble très important. C'est que vous appelez les testaments. La construction de ce qu'on appelle aujourd'hui le testament. Tout ce qu'on appelle testament commence par une chose. Vous aurez à remarquer ça. Quand les gens parlent du testament, ils parlent toujours de léguer un patrimoine matériel. La volonté qui a été laissée, c'est que j'ai laissé telle voiture pour telle personne, tel compte en banque, tel ceci, tel ça. Ça tourne autour de ça. Mais dans la construction des testaments, il n'y a jamais l'expérience vécue par le défunt. Le défunt n'écrit jamais que moi j'ai vécu ça, j'ai suivi ça. Alors j'ai dit à mes enfants, à telle personne je lègue la valeur de ceci. À telle personne je lègue des principes moraux. Dans des testaments. La construction du testament commence juste par léguer le patrimoine et les biens matériels. On va déconstruire ça. Parce que cette institution qu'on appelle le congrès de mortalité, c'est lorsqu'une personne décède, lorsqu'une personne quitte ce monde, la personne est partie, mais il y a des facteurs qui ont conduit la personne à la mort. Une personne ne meurt pas comme ça. Il y a justement des facteurs. Or, cette personne-là est la personne la mieux placée pour commencer à nous relater, surtout pour les personnes qui sont dans les dernières minutes de leur vie, ont la possibilité de parler. Hein? La possibilité de léguer quelque chose. Ces testaments-là, c'est la construction du testament. Il faudrait commencer par l'expérience vécue de la personne, par les dangers, par des méthodes de prudence, de prévention, par rapport à ce qui m'est arrivé pour que cela ne vous arrive pas. Il faut commencer par ça dans vos testaments, avant de commencer sur le matériel. C'est-à-dire qu'on a détruit aujourd'hui un monde qui fait que le monde est matériel. Vous voyez même que le jour de son départ, le dernier jour de son départ, c'est le matériel qui accompagne le mort. Ce n'est plus les valeurs. Parfois même dans nos situations, quand vous regardez les sociétés africaines, la personne qui est décédée est encore là. Les gens commencent à se disputer déjà de ce qu'adviendra sa maison, de ce qu'adviendra ses richesses, de ce qu'adviendra ses biens matériels. La personne n'a été même pas enterrée. Il y a un deuxième problème dessus. Lorsqu'on appelle des gens pour leur dire, il y a un problème, la personne est décédée. Qui d'entre vous a un problème vis-à-vis de ces messieurs ou de ces dames? Personne n'élève son doigt. Tout le monde dit, oh la personne est morte. Voilà, il y a une forme d'hypocrisie. Quelques années après, si l'enfant de la personne devient quelqu'un, la personne autre revient, il dit, votre papa ou votre maman avait une dette vis-à-vis de moi. Vous savez que c'est moi qui lui avais prêté ça, 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 ça. Parce que l'enfant est devenu multimilliardaire. Parce que l'enfant est devenu une célébrité par rapport au football. Parce que l'enfant, il y a cette forme d'hypocrisie. Et en partant de ces congrès de mortalité, nous allons travailler dessus pour rédiger sur ces questions, pour élaborer. Ce sont les institutions, ces institutions qu'on appelle congrès de mortalité, qui vont être mises en place dans ce nationalisme institutionnel pour pouvoir commencer à donner d'autres valeurs et d'autres principes dans la construction de ce qu'est le testament. Dans ce que l'hypocrisie devant le mort. Et il y a un troisième point là, c'est le point de réguler, si j'ose dire, le taux, l'espérance de vie. Ces institutions seront chargées d'élaborer, d'étudier d'abord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en Afrique il est devenu difficile, par exemple, de transcender les 50 ans? C'est à peine, c'est avec 1001 difficultés qu'on arrive de transcender, de dépasser l'âge des 50 ans. Il faut qu'il y ait des institutions, je dis bien permanentes. Des institutions qui seront le socle même de ce que seront nos sociétés et nos États. Ces institutions-là vont se pencher sur cette question des mortalités. L'avortement cause aussi la mortalité. Nous allons nous pencher sur ces questions. Le mécanisme, lorsque les Européens sont arrivés à travers la Banque mondiale, le FMI et le programme de PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, ils nous ont dit, ils nous ont imposé ce qu'on voyait l'autre fois, le planning familial. Le planning familial a des conséquences désastreuses sur ce que la vie ou l'espérance de la vie en Afrique. Parce que de toutes les façons, les laboratoires savent comment détruire. Mais il n'y a aucun budget alloué au laboratoire pour savoir est-ce que c'est tel médicament ou telle chose qui a causé ça. Personne ne le fait. Dès que tu commences, on s'arrête là. Donc nous, dans le congrès des mortalités, il faut ouvrir la discussion. Il faut ouvrir la discussion sur ces questions. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous faire pour réguler la question de mortalité, le taux de mortalité, le pourcentage de mortalité? Pourquoi la mortalité infantile? Pourquoi il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui naissent en Afrique? L'enfant, le bébé naît, mort-né, ou le bébé naît, les bébés ne dépassent même pas 3 ans, 5 ans. Quelles sont les causes?
les conséquences, les facteurs. Ces institutions-là sont, si j'ose dire, l'aspiration, la nature même de notre existence. C'est sur ça qu'on va fonder la force du nationalisme institutionnel, qu'on va refaçonner les fonctionnements. Parce que en partant de ça, vous aurez à comprendre que les priorités, chaque décision émanant même des institutions les plus hautes, seront des institutions qui seront censées à toucher directement nos vies dans le sens de pouvoir nous protéger et nous faire prospérer, nous faire vivre dans la réalité de ce que nos vies. Mais pas d'élaboration des politiques qui permettent, qui n'ont rien à voir avec nos réalités, mais qui parfois, par contre, condamnent notre existence. C'est en partant des congrès des mortalités. Lorsqu'il y a un décès, les réunions qui sont tenues avant, pendant et après l'enterrement, ce sont ces phases des choses. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Avant l'enterrement, il y a des discussions, il y a des enjeux qui se jouent, comme on voit aujourd'hui des enjeux politiques. Si on arrive à traiter ces enjeux-là, au niveau de nos vies, au niveau de nos familles, nous serons capables d'avoir une politique propre à nous-mêmes pour traiter des enjeux de ressources, des grands enjeux, des grands différends entre nous et les États-Unis d'Amérique, entre nous et la France. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à répondre? Ce n'est pas simplement que les Occidentaux sont mal au point. Ce n'est pas simplement parce que les Occidentaux veulent pérenniser le colonialisme. C'est parce qu'en face des Occidentaux, il n'y a pas de réponses concrètes. Lorsque les Africains viennent sur la table des négociations, des discussions, ces Africains-là sortent tout droit des écoles formées, des écoles occidentales. Ils ont la manière de faire, la tactique, la réponse, même l'acheminement de la réflexion propre aux Européens. C'est-à-dire, les Européens se disent quoi? En face de nous, il n'y a pas quelque chose de crédible. Ces gens-là n'apporteront rien. De toutes les façons, ils réfléchissent comme nous l'avions voulu, comme nous l'avions souhaité. Vous verrez que les négociateurs sortent tous de ces écoles. Or, si on arrive à mettre ces congrès en place, il y a des enjeux qui se jouent. La femme va rester ou l'homme va rester. Les enfants vont rester. Le patrimoine va être là. L'expérience vécue par la personne. Les dettes laissées par la personne. Les projets qu'avait la personne. Comment on peut faire en sorte qu'une personne qui avait un projet et que ces projets-là soient repris et soient continués? Que les flambeaux soient repris. Comment on peut faire ça? C'est en commençant ici par des congrès des mortalités. Parce que vous avez l'idée, ce sont des questions qu'on ne peut pas ne pas soulever. Parce que c'est comme si les gens qui vivent ici disent qu'ils sont immortels. Or, tout le monde est conscient qu'à un moment donné viendra, vous partirez. Alors si à un moment donné viendra, vous partirez, pourquoi ne pas mettre en place des congrès des mortalités qui sont censés savoir comment, pendant combien de temps on va vivre et après nos vies, qu'est-ce qu'on va faire? À quoi on va aboutir? Comment aller sur telle ou telle chose? C'est sur ces phénomènes-là qu'on va essayer de voir ces questions. Le congrès de mortalité, dans ces différentes questions, seront des questions qui vont donner naissance à toutes ces institutions. Ces institutions, vous voyez, j'utilise le terme congrès. C'est une destruction systématique de ce que vous appelez aujourd'hui des parlements. D'où l'on doit voter des représentants allant d'un peuple allant s'asseoir là-bas, gagner par exemple dans un pays 13 000 euros, alors que les autres fonctionnaires gagnent même pas 50 euros. C'est la destruction de ces schémas institutionnels venus de l'Occident. De ces schémas institutionnels qui nous a fait perdre la réalité, la raison de pourquoi on doit avoir des institutions. Quelle est la raison pour laquelle il faut mettre des institutions dans un État? On l'a perdu. On a perdu ça parce que les institutions actuelles sont devenues le reflet, si j'ose dire, de l'opulence. Le reflet du luxe. Hein? Les chambres de concentration d'où l'on forme les personnes supérieures aux autres. Des personnes qui sont censées dominer. Raison pour laquelle la plupart des lois émanations de ces institutions, des discussions émanations de ces discussions n'intéressent guère le peuple. Regardez, si vous regardez le taux, l'audimat même, lorsqu'il y a des séances d'assemblée nationale en Afrique, vous regardez qui passe en direct à la télé, les taux de personnes qui les suivent, vous verrez que c'est 0,0%. C'est quelques poignées de gens qui le trouvent. Vous pensez réellement si quelqu'un parle du mal de vous, vous n'allez pas vous intéresser à ça? D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, dès qu'on commence, une femme à parler de mal de moi, ah, elle a dit ça sur moi. Mais comment il s'est fait qu'on parle de vous dans des institutions, des assemblées, vous ne vous y intéressez pas? Parce qu'on ne parle jamais de nous. Parce qu'on ne parle jamais des problèmes qui nous concernent. Parce qu'on ne parle jamais des situations que nous sommes en train de vivre. Parce qu'on ne porte jamais nos aspirations. C'est la raison pour laquelle vous regarderez l'audimat, les gens ne s'y intéressent pas. Or, le contraire des choses serait que si l'on commence avec les congrès des mortalités, commencer à mettre ces bases, ces institutions en place, nous sommes en train de former ce qui adviendra demain nos grandes institutions parce qu'ils vont se baser sur ça. Ça sera le socle de tout. Le
point C, le congrès des natalités. Le congrès des natalités doit ouvrir la porte des discussions, la mise en place des institutions. C'est-à-dire, on commence par congrès parce que c'est à la fois, vous comprenez, là où on commence les discussions, là où on élabore. Mais c'est aussi des institutions qui vont fonctionner pour veiller sur ces questions. Le congrès des natalités, la question de la natalité en Afrique, les taux de natalité. Ces institutions doivent avoir l'idée de l'avenir de l'Afrique, l'avenir de l'homme noir. D'ici 2100, combien d'Africains sur Terre? D'ici 2080, combien d'Africains? Qu'est-ce que nous allons faire pour arriver à ça? Que devons-nous faire pour augmenter le taux de natalité? L'autre fois, on parlait des taxes. Que lorsque les femmes africaines vont accoucher, il faut supprimer ces taxes. C'est une mesure qui vise à pouvoir augmenter ou maintenir à un niveau très élevé les taux de natalité. Les institutions, le congrès de natalité, quelle idée avez-vous d'un enfant qui naît au 13e mois, au 12e mois? Quelle idée avez-vous d'un enfant qui naît au premier mois et au deuxième mois? Quelle idée avez-vous d'un enfant qui naît au premier mois dans la première semaine? Quelle idée, quelle organisation prévoyez-vous d'un enfant qui naît au second mois dans la deuxième semaine? Ce sont des questions qu'il faut se pencher dessus. Et ces questions-là peuvent être remises à la responsabilité de toutes ces institutions. Les congrès des natalités. Comment insuffler la politique des natalités en Afrique? Comment faire en sorte que la politique des natalités soit une politique d'où l'on prend en charge des enfants qui sont nés d'un âge à un âge donné, d'une direction à une direction donnée. Et ce sont ces institutions-là qui vont donner sens à notre programme éducatif ou notre programme scolaire qui part de 24 jours, 24 mois ou 28 jours, 28 mois, comme on le souhaitera, mais qui en fait aura un sens par rapport à nos politiques de natalité. Qu'est-ce que l'on met en place pour encourager la natalité? Qu'est-ce que l'on met en place? Il y a un dispositif qu'on peut mettre sur quoi j'ai réfléchi. Regardez, dans le congrès de natalité, on peut augmenter le taux de naissance, le nombre des Africains, si j'ose dire, la démographie africaine, sans pour autant mettre autant d'enfants au monde. Au lieu qu'une femme puisse avoir 9 enfants, on peut faire en sorte de commencer par toucher ce qu'on appelle l'âge de la majorité. On réduit l'âge de la majorité à 14 ans ou à 15 ans. Lorsque une femme a 15 ans, la femme commence à avoir des enfants. Lorsque cette femme-là qui a 15 ans a eu des enfants, lorsque cette femme-là aura 30 ans, sa fille qu'elle avait mise au monde aura 15 ans. Et cette fille-là, qui aura 15 ans, commence à mettre des enfants. C'est-à-dire dans un court temps, dans un laps de temps, on peut avoir 4 générations ou 5 générations. Sans pour autant qu'une femme puisse en mettre au monde 9 enfants. Moi, je suis un type moderne, très moderne. Je parle avec des femmes, les femmes me disent que nous ne pouvons plus mettre 9 enfants, 10 enfants comme nos mamans. Alors, voici la solution. On réduit l'âge de la majorité à 14 ou à 15 ans. Je pense que les femmes seront d'accord avec moi qu'à 15 ans, vous pouvez avoir des relations. À 15 ans, vous pouvez avoir des enfants. Donc, si on commence sur cette question. Par là, j'ai suivi le ministre de l'Éducation français. Ils sont en train de réfléchir s'ils vont mettre l'âge de majorité à... Non, s'ils vont... l'âge de majorité à 16 ans. Donc, voilà des questions comme ça. On aura à résoudre deux grandes questions. Il y a parfois certaines femmes qui ne partagent pas tout à fait la vision de la polygamie, qui trouvent que c'est une insulte et un manque de respect. Or, si nous voulons enlever la polygamie, nous pouvons nous baser aussi sur ces genres de concepts. C'est-à-dire que on réduit l'âge de la majorité à 15 ans. Une femme qui a 15 ans commence à avoir ses enfants. La femme aura 30 ans, c'est sa première fille, si par bénédiction, si elle a une fille, la première fille a 15 ans, elle met au monde. Lorsque cette fille-là aura, sa fille à elle, lorsqu'elle aura 30 ans, elle, la maman, aura 45 ans. La fille aura une fille. Vous voyez, on peut voir 3 à 4 générations. Du moment où l'arrière-grand-mère aura 60 ans, on peut avoir déjà 4 générations. Quand l'arrière-grand-mère a 60 ans. Vous voyez que dans un laps de temps, on peut avoir stimulé la naissance, le taux de natalité et conserver tout ça. Il suffit juste de réfléchir. Et ce sont ces institutions-là, les congrès de natalité, qui vont se pencher pour résoudre ces questions. Bon, si tu permets, c'est très bien, mais moi je me dis, une femme à 15 ans, devenir mère, elle-même déjà, elle n'est pas encore, c'est mûr dans sa tête. Donc, lui donner un enfant à élever, on fera des enfants, mais qui ne sera pas instruit. On aura beaucoup de monde en Afrique, mais on n'aura pas de la qualité, on n'aura pas des élites, puisqu'une femme à 15 ans devient une mère, elle-même qui est encore un enfant,
Donc c'est-à-dire que son enfant, c'est sa mère qui va l'élever, quoi. Elle a fait un enfant pour sa mère. Mesdames, vous trouvez qu'à 15 ans, vous n'avez pas assez de maturité? Mais les congrès de l'Union, toutes ces institutions qui sont déjà en place permettront justement à ces nouvelles Donc, à ta ces fille, nouvelles mères. c'est toi qui vas élever la fille de ta fille, quoi. Non, Non. c'est elle-même Elle a qui 15 l'élève, ans. mais je ne mets pas sur ça. En fait, il y a les institutions sociales qui changent dans Voilà. l'ensemble. Tout ce qui sera, toutes les institutions qu'on va mettre ici vont Vous pallier préparez. sur ces questions. Je prends un exemple. Préparer les femmes. Je prends un exemple, par exemple, de ce qui sera le programme d'éducation. Le programme d'éducation, on a réduit le temps. Au lieu qu'une personne fasse 12 ans, on fait combien d'années pour aller jusqu'en 6e année, pour présenter son bac? C'est jusqu'à 18 ans, à peu près approximativement. 17 ans à peu près. 17 ans, on va réduire ça. C'est-à-dire que c'est au moins entre, si on prend le calendrier qu'on utilise, c'est au moins, je pense, à 12 ans. À 12 ans à peu près. On divise, même pas. 17 ans divisé par 2, c'est quoi? Mais dans ton calendrier, tu as dit qu'on était plus... comment dirais-je? On devient plus jeune. Plus jeune. C'est-à-dire que... Non, on vieillit. Non, on devient plus jeune parce Non, on est que plus jeune parce qu'il y a plus si tu as 364 jours, il faut attendre 364 jours pour avoir une année. Ok, Et d'accord. 364 jours, une année. Alors qu'il faudra attendre 900 jours pour un calendrier de 30 jours, 30 mois pour avoir une année. Donc selon le calendrier européen, ces filles-là auraient à peu près plus de la vingtaine. Voilà. Selon le calendrier africain, elles auraient 15 ans. Voilà. Donc elles n'ont pas vraiment... Non, je ne calcule pas d'abord sur ça. Je ne rentre pas dans D'accord. dans le concept du calendrier que nous utilisons. Je reste sur le calendrier grégorien. Elles ont vraiment 15 ans. Voilà, je parle de réformes actuelles qui sont ici, pas des réformes qui sont là-bas. Je parle des réformes qui ont réellement 15 ans, qui sont nées au mois de janvier, les premiers, qui ont réellement 15 ans. Ces filles-là sont autorisées à avoir des enfants. Quand elle aura 30 ans, sa fille a 15 ans, a l'enfant. Quand elle aura 45 ans, sa petite fille-là a l'enfant. C'est-à-dire que cycle continu, on prend au bout de 15 ans, à 60 ans, on a déjà 4 générations. Pourquoi? Regardez aujourd'hui. Pour qu'une personne puisse avoir sa 4e génération, vous verrez que la personne a atteint déjà 90 ans, 100 ans. Et ces personnes-là perdent la force pour transmettre, même à leur génération, venu quelque chose. C'est-à-dire que pourquoi on perd tout ce temps-là? Pourquoi? Donc, je ne dis pas qu'on doit le faire. Ce sont les congrès de natalité qui posent des institutions qui vont réfléchir sur ce genre de questions. Ça, c'est une des propositions qui peuvent être discutées, revues à la hausse ou à la baisse, consolidées et voir comment est-ce qu'on peut agir dans ce sens pour pouvoir... Parce que l'objectif de l'Afrique d'ici quelques temps, combien d'individus en Afrique? Combien? Parce que regardez le creux qu'on a connu